Emballer, c'est peser, la face cachée de vos déchets. On vous en dit plus dans ce nouveau numéro consacré à la gestion de vos déchets, de nos déchets en Ile-de-France. Direction maintenant Ivry-sur-Seine et plus précisément dans l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine. Voilà plus de 50 ans que sur la commune d'Ivry, on brûle les déchets. Avec une capacité de 700 000 tonnes par an, l'usine d'incinération d'Ivry est l'une des plus grandes d'Europe. Mais depuis 2018, une nouvelle usine sort de terre et va venir remplacer l'actuelle. Elle a été redimensionnée pour pouvoir brûler 350 000 tonnes de déchets, soit moitié moins que l'usine actuelle, ce qui représente quand même 35 fois le poids de la Tour Eiffel. Oui, mais voilà, si on veut brûler moins de déchets, eh bien il faut en produire moins, et c'est bien ça le problème. Sans plus attendre, direction Ivry-sur-Seine. On est donc là en plein cœur de cette nouvelle installation. Avec vous, Bruno, vous êtes chef de projet pour le maître d'ouvrage ici. Expliquez-nous, Bruno, concrètement, dans cette salle, il se passe quoi et on est où ? Ce site est un site de traitement des déchets ménagers résiduels, en fait. Donc c'est communément appelé la poubelle grise. Ouais. Donc on va venir ici réceptionner toutes les poubelles grises du bassin versant affecté à l'usine, c'est-à-dire il y a une dizaine d'arrondissements parisiens et 14 communes environnantes. C'est ce qu'on appelle le bassin versant de l'installation. Ouais. Et donc ces déchets ménagers, on les réceptionne dans une grande fosse de stockage. C'est donc la rupture de charge qui est faite entre les camions de collecte qui assurent la collecte donc des bacs ménagers chez l'habitant. Ensuite, ce déchet, il est repris par ce qu'on appelle des grappins, et ensuite on vient charger des fours dans lesquels la combustion va s'opérer, à partir de laquelle on va dégager de l'énergie qui va être récupérée sous forme de chaleur et d'électricité. Donc tout ça, ça se passe pas dans cette installation, mais juste à côté, parce que là, c'est pas encore en fonctionnement. Alors, exactement, c'est l'installation qui traite les déchets de notre bassin versant actuellement. C'est une installation qui a démarré en 1969. Ouais. Elle prendra fin, elle s'arrêtera une fois que la nouvelle installation dans laquelle on se trouve sera opérationnelle. Évidemment, on va s'assurer de faire tous les tests nécessaires en termes de fonctionnement, des automatismes, des équipements, mais également de tout le système de traitement de fumée et toutes les mesures environnementales. Une fois que l'ensemble de ces systèmes seront opérationnels et prêts, on arrêtera l'ancienne installation et c'est donc cette nouvelle usine qui prendra le relais pour plusieurs dizaines d'années. Alors justement, vous parlez de fumée notamment et de mesures de pollution. On a rencontré il y a quelques jours le collectif 3R, que vous connaissez probablement, qui notamment s'inquiète de cette nouvelle installation et de l'incinération de manière générale. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le reportage ensemble et puis on continue de découvrir cette installation. Regardez ce reportage. Parce que l'incinération est toxique, elle est nuisible, on n'est pas contre absolument l'incinération, mais elle doit être réduite à son strict minimum, puisqu'en fait elle produit des polluants qui sont nocifs pour la santé. Donc elle devrait être conservée à son niveau le plus bas possible pour justement éviter la solution la pire qui est l'enfouissement. Le seul avantage de l'incinérateur qui est derrière nous, le nouvel incinérateur, c'est que sa capacité est réduite de moitié à 350 000 tonnes. C'est comme avoir un demi-verre de poison au lieu d'avoir un verre de poison entier. C'est-à-dire que ça ne règle rien, il va toujours émettre des polluants. Il va toujours émettre dioxines. Elles seront contrôlées, on peut espérer qu'elles seront contrôlées, que les filtres seront peut-être meilleurs. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'incinération, c'est une cause perdue, puisqu'on ne sait pas ce qu'on brûle en ce moment à l'instant T. Et on ne sait pas les molécules que ça produit. Donc on contrôle certaines molécules dont on sait qu'elles sont nocives, et il y a toutes les autres dont on apprendra probablement l'existence dans 10 ou 20 ans, et il sera trop tard. Comment on peut ne pas savoir? J'imagine qu'il y a des études qui sont faites en amont avant de construire un nouvel incinérateur. Les études, en fait, elles sont, je dirais, c'est le mieux-disant de l'industrie. C'est-à-dire, c'est inversé, la table est inversée. C'est-à-dire, au lieu de regarder ce qui impacte la santé des gens
et de construire les usines en fonction, c'est-à-dire les industriels produisent le meilleur de leur technologie actuelle avec des normes qui sont établies, mais l'expérience prouve que certains seuils sont donnés, déjà ils ont été calculés il y a très très longtemps, ils ne sont pas révisés, et donc je dirais le problème est pris à l'envers, c'est-à-dire au lieu de protéger la santé, on fait du mieux possible en espérant que ça ira. Les études menées par le collectif 3R ont montré que les végétaux prélevés dans les quartiers situés aux alentours de l'incinérateur étaient pollués. Mais l'alerte la plus relayée concerne les œufs provenant des poulaillers franciliens. L'Agence régionale de santé révèle une contamination généralisée aux dioxines, avec des teneurs jusqu'à 50 fois supérieures au seuil réglementaire. Mais encore plus grave, plusieurs cas de cancer ont été recensés au lycée Romain Rolland, à Ivry-sur-Seine, qui pointe notamment la proximité du plus grand incinérateur d'Europe. Ça veut dire que là, il y a des familles, il y a des gens qui travaillent, il y a des enfants. On leur dit quoi à tous ces gens ? Ces gens, ils sont juste inquiets. Et bon, le SICTOM les rassure comme il peut en disant que les normes sont respectées. Une autre étude de notre collectif montre qu'en fait, il y a tout un tas de longues périodes où en fait, la pollution, notamment les dioxines, ne sont pas mesurées. Donc les gens sont inquiets à juste titre, notamment les parents d'élèves. Là, c'est une école, c'est des petits enfants qui sont dans l'école derrière nous, et donc les parents ils sont inquiets à juste titre. Oui. J'ai demandé à Bruno ce qu'il avait à répondre à ce témoignage et ce qui était mis en place pour éviter cette contamination. Voilà, alors qu'il y ait une inquiétude, c'est tout à fait normal, évidemment. La première des meilleures solutions, évidemment, ça serait de ne pas produire de déchets, donc il n'y aurait pas de nécessité de les traiter. Et donc le traitement qu'on fait ici, c'est un traitement par incinération avec valorisation énergétique et électrique. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur des sites comme ça, qui sont des installations classées pour la protection de l'environnement, on est en permanence contrôlé et suivi et réglementé par les services de l'État. Donc il y a un inspecteur environnemental qui est dédié à cette installation et qui a copie de l'ensemble de ce qui se passe sur l'installation et des suivis réglementaires et notamment des suivis des rejets atmosphériques des fumées. Donc l'installation actuelle qui tourne, qui a démarré en 1969, je le rappelle, et qui évidemment a connu diverses évolutions dans sa vie de mise aux normes suite aux évolutions réglementaires des rejets atmosphériques, est parfaitement au niveau, évidemment. Elle respecte évidemment les conditions environnementales, sinon elle ne serait pas autorisée à fonctionner. Pourtant, une étude révélée par Le Monde, publiée en 2023, montre que les émissions de ces polluants très toxiques par l'incinérateur n'auraient pas été mesurées pendant près de 7000 heures entre 2020 et 2021. La nouvelle installation, évidemment, aura le même type de contrôle et de surveillance, à savoir quand même que la capacité de traitement est divisée par 2. Ouais. Donc, de fait, on divise les rejets atmosphériques par 2. Ensuite, on utilise les meilleures technologies disponibles. Donc, on va encore abaisser les niveaux de rejet. Et donc, globalement, on va rejeter maximum un tiers des rejets qui peuvent être actuellement émis par l'installation existante. Quand vous dites traitement divisé par 2, c'est parce que l'ancienne usine traite 750 000 tonnes, c'est ça, par an, et celle-ci, la moitié moins. Oui, voilà, tout à fait. Donc la capacité annuelle de traitement de l'usine existante, c'est 730 000 tonnes d'ordures ménagères par an. La nouvelle usine a une capacité autorisée de 350 000 tonnes, donc une réduction par 2 de la quantité traitée de déchets sur le site. Donc ça, c'est un objectif ambitieux qui a été voulu par le SICTOM au regard de la réduction attendue de la quantité de déchets ménagers. C'est un pari quelque part. Voilà, c'est vraiment un pari. En plus, c'est un dimensionnement qui a été fait il y a une dizaine d'années pour une installation qui va fonctionner entre 40 et 50 ans. Donc en fait, vous dimensionnez l'installation, vous ne la dimensionnez pas pour son premier jour de fonctionnement, mais pour sa vie moyenne en fait. Et donc vous êtes obligé de tenir compte des évolutions de la réglementation et de la façon dont on doit trier nos déchets au quotidien. En fait, le pari, il est fait sur la réussite du tri au quotidien de chaque personne, de chaque habitant. Mais il restera toujours des déchets à traiter. Et donc il faut trouver la meilleure des solutions finalement pour traiter ce déchet. La meilleure des solutions, c'est évidemment, la première des solutions, c'est de ne pas en produire. La deuxième solution, c'est de les trier à la source et donc de diminuer la quantité de déchets non recyclables. Et donc dans une usine d'incinération, on est normalement censé traiter uniquement les déchets qui sont non recyclables, mais malheureusement, on s'aperçoit aujourd'hui que
que le trait à la source, il n'est encore pas à des niveaux qui pourraient être, qui sont attendus et qui pourraient être encore meilleurs. Et donc on se retrouve encore à être obligé de passer dans les fours d'incinération du verre, du carton, tout un tas de produits qui pourraient être, s'ils étaient triés à la source, revalorisés et donc qui réduiraient la quantité de déchets incinérés, quoi. On le voit d'ailleurs sur les images dans la fosse, on voit beaucoup de cartons. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu qu'on aperçoit visuellement, pourtant on est très loin du tas de déchets, mais on constate qu'il y a encore beaucoup trop de cartons, de verre, qui n'ont rien à faire dans un four d'incinération, puisque alors le carton évidemment il va dégager de l'énergie, mais le verre lui il va dégager aucune énergie, hein. Donc en fait il va ressortir comme il est rentré. Qu'est-ce qui se passe pour les restes justement? Alors je sais qu'on n'appelle pas les cendres ici, mais il reste des matériaux à la fin, qu'est-ce que vous en faites? Alors effectivement, vous avez des matières qui sont non combustibles, hein, ce que je disais, le verre par exemple, les cailloux, la poussière, donc toutes ces parties-là, c'est ce qu'on appelle le mâche-fer, qui représente 17% de ce qui rentre en fait dans le four chaudière. Donc quand vous mettez 1 tonne de déchets ménagers dans le four chaudière, vous récupérez 170 tonnes de mâche-fer. Le mâche-fer, c'est pas un déchet, en fait, c'est une matière qui va être réutilisée pour fabriquer des routes, donc en sous-couche routière. Donc le déchet, ce matériau, ce mâche-fer, il est stabilisé sur des plateformes de maturation pendant plusieurs mois, et une fois qu'il est entièrement stabilisé, on l'utilise pour faire des routes, et avec une traçabilité évidemment complète de chaque lot de mâche-fer, donc on sait où le lot de mâche-fer de telle usine a été utilisé pour quelle route. D'accord. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces explications et vous avoir ouvert les portes de cette future usine donc, qui ouvrira au printemps 2025 si je ne me trompe pas à peu près. Effectivement, donc là on est en fin de construction, on a démarré les premiers essais à froid, il y a toute une phase de mise en service qui démarre par des essais à froid, ensuite il va y avoir des essais à chaud. Ensuite, il va y avoir un réglage de combustion, une vérification des performances de l'installation, donc performance technique et surtout performance environnementale. Et une fois qu'on sera certain que l'unité sera opérationnelle, on mettra à l'arrêt l'unité existante et cette nouvelle installation prendra le relais pour 40 ou 50 ans. Très bien. Merci beaucoup Bruno et restez avec nous puisque dans quelques instants on se retrouve, on change de lieu, on part cette fois sur un site d'enfouissement qui se trouve en Seine-et-Marne. À tout de suite.